When we get on the other side, there are so many things I want to do. I want to read all the books in the world and play music and dance. We can do anything we want, right? We'll be free. Ces migrants africains rêvaient de travail, de liberté. Leur odyssée a fini dans cette prison de Tripoli. Ils fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature et ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. They're coming towards us! Ces barbares nous sont trop étrangers pour être des êtres humains comme nous. Nous ne manquons donc pas de compassion humaine à les rejeter à nos frontières, à les laisser se noyer en mer ou crever avant la traversée dans des geôles immondes dans lesquelles d'autres barbares les retiennent en esclavage, les exploitent et les dépouillent de tout, de leurs biens et de leur dignité. Don't shoot! Don't shoot! We surrender! We're free, Kara. We're free. J'aimerais vous conter une histoire, celle d'un peuple opprimé, ayant subi les pires atrocités humaines, racisme, ségrégation, déshumanisation et bien plus. J'aimerais vous conter l'histoire de Detroit Become Human. Oh, trop cool ça, Detroit Become Human, yes! Oh. Bah quoi, t'es pas content? C'est top juste dans tes thèmes ça? Ouais, vas-y, l'autre connard, David Cage, il fait des métaphores sur la domination et l'exploitation humaine, et pendant ce temps, il fait cruncher ses employés, il harcèle ses stagiaires. Oh, puis j'ai la flemme, mes cheveux sont sales, je suis moche. Bon, alors déjà, c'est toi mec qui a accepté le feat, donc tu vas me faire le plaisir de mettre ton petit bonnet de merde, de dire des trucs compliqués, pour faire style t'es un mec intelligent, et let's go! On y va en fait là! Et si les machines avaient une conscience? Et s'ils avaient la capacité de nous juger? Auraient-elles une bonne opinion de l'humanité? Ou observeraient-elles notre cruauté, notre violence, notre monstruosité? Detroit Become Human est un jeu conçu par Quantic Dream, réalisé en 2013 et fait par le réalisateur David Cage. Ce jeu représente 4 ans de travail, 300 acteurs, plus de 360 jours de tournage, un script de 4000 pages. À titre de comparaison, un script de film fait une centaine de pages. On va dire que le contenu de ce jeu représente une vingtaine de films. La particularité du jeu est que l'histoire n'est absolument pas linéaire. Il y a plusieurs choix, et le joueur va faire ses propres choix qui reflètent ses valeurs, racontant ainsi sa propre histoire. Eh vas-y, trop gourmand, frère. Attends, aussi. on sacrifie? Compromis? Oh non. Compromis. Trouve un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je peux pas me sacrifier, j'ai la flemme. Mais oui, frérot, fais-moi confiance. Ok. Je te fais confiance. Voilà. Ouais. Ah, tombe pas. Non, bande de fils de pute, tu me faisais confiance. Pourquoi vous faites ça? Wouhou! Aïe aïe aïe. Tu m'as menti, connard. Non. Non, j'ai mal au cœur. Ouais, on t'a menti, ouais. Non, c'est bon. Les gars, sacrifié, on serait mort, non? Comment ça, se sacrifier? Ah! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, c'est bon. Par pitié, sauve la petite au moins. Mais je voulais pas le tuer, j'ai rien compris. À la fin de chaque chapitre, on peut voir
l'arborescence de tous les choix possibles. Ah ouais, donc là il y avait toutes ces fins possibles, tous ces choix possibles. Holy bowly. Les jeux à choix scénaristiques, un style de jeu plutôt basique mais qui s'est popularisé ces dernières années. Rien qu'à voir avec Until Dawn ou Life is Strange, des jeux plutôt connus, mais même avec Shadow the Hedgehog ou Star Wars The Knights of the Old Republic, il en existe des tas et des tas. Parce que même si le choix est un principe simple du jeu vidéo, ici c'est surtout le scénario du jeu qui va être impacté, et pas seulement le gameplay. Ce qui permettrait sur le papier d'obtenir différentes embranchements scénaristiques, qui vont en plus de nous permettre de voir l'histoire d'un angle différent à chaque fois, va aussi nous diriger, grâce à l'ensemble de nos choix, à une fin donnée. Cependant, force est de constater que malgré le nombre de jeux existants actuellement, un jeu dans ce style réussissant à faire ça de manière suffisamment satisfaisante est assez rare. J'en prends pour exemple le célèbre Life is Strange précédemment cité, qui à la fin du jeu nous propose seulement 2 fins avec un choix ultime qui ne dépend aucun cas de tous les choix précédemment réalisés au cours du jeu. Et qu'on soit d'accord, un jeu critique, mais je comprends aussi la contrainte technique de réaliser un tel jeu, ça demande de créer énormément de scènes pour avoir un sentiment de liberté assez fort, pour avoir envie de recommencer le jeu moult et moult fois afin de pouvoir voir le plus de scènes possible et de visionner les différentes fins. Très peu de jeux arrivent réellement à créer ce sentiment précis, et Detroit Become Human en fait partie. En plus de jouer 3 personnages avec des intrigues plus ou moins liées, et même antagonistes pour certains, les possibilités sont assez folles, et le travail réalisé par Quantic Dream impose le respect à ce niveau-là. Il n'y a qu'à voir un arbre de possibilités de seulement une scène pour comprendre. Le jeu se déroule dans un futur proche, en 2038, où des androïdes agissent comme des humains, mais sont traités comme des machines. Le joueur incarnera 3 androïdes. Mon nom est Kara. Mon nom est Marcus. Je m'appelle Connor. Ceci est notre histoire. Robot, robot, robot. Ce terme semble si familier, tant il prend une place importante dans nos sociétés et dans nos fictions. Pourtant, ce terme n'existe que depuis un siècle. Il apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre tchèque en 1920 dans Les robots universels de Rossum. Il y a l'apparition des êtres conçus par l'homme, appelés robots, un mot inventé pour l'occasion, venant du mot tchèque robota, signifiant corvée, et du mot robe, en ancien slave, signifiant esclave. Dans cette histoire, les robots finissent par devenir indispensables dans l'économie humaine. Infatigables, ils sont bien plus rentables que des êtres humains. Et ils finissent par se retourner face à leur créateur. C'est assez ironique de voir que la première utilisation du mot robot est là pour une représentation de la lutte des classes. Elle est là également pour montrer la peur que nos exploités viennent nous attaquer. La peur de l'arroseur arrosé. Et dans le monde réel, c'est pas si loin du traitement des populations colonisées. Rappelons déjà que les esclaves dans notre histoire européenne, c'est les Africains et Africaines, celles et ceux dont on a envahi le pays, redéfini les frontières, effacé les histoires, rasé les cultures pour les abaisser sous le statut d'humain, pour en faire des esclaves, des êtres dénués d'individualité, corvéables à merci. La peur fantasque du grand remplacement, c'est exactement ça. La peur que les populations qu'on a arrachées à leur famille, kidnappées et privées de droits, nous fassent la même chose. Le plus fou étant que les bourgeois qui fantasment et cultivent cette peur sont souvent en lien avec des entreprises qui, elles, contrôlent une grande partie de l'industrie africaine. Putain! Mais c'est vous le grand remplacement là, c'est la vieille Europe coloniale. Il serait temps d'arrêter de prêter ces putains de vices à des gens qui sont démunis de tout et qui veulent juste vivre une vie décente. Dans le jeu, on voit des sans-abri, ayant perdu leur job à cause des androïdes, des manifestations contre elles et des actes de violence contre les androïdes. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Qu'est-ce que tu fous? Sans déconner. Hé tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Pourtant, il se trompe sur un point. Les androïdes n'ont pas choisi d'être les exécutants de ce système. Ce sont les entreprises et les gouvernements qui devraient adapter la société face à ces progrès techniques. Normalement, la technologie
devrait pouvoir permettre de faire en sorte de réduire la peine du travail et faire en sorte que l'on puisse s'exercer sur des tâches beaucoup plus épanouissantes. Seulement voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on demande surtout aux travailleurs de suivre la cadence de la machine pour produire toujours plus. Ah, cela semble bien intéressant, mais pour produire quoi? Aujourd'hui, on entend des personnes nous parler de réindustrialisation. Mais pour faire quoi? Pour, encore une fois, faire ce jeu que semble bien faire le capitalisme, nous faire vendre des objets qui ne répondent pas aux besoins de l'humanité, mais qui n'est là que pour le profit de certains, alors qu'une société où est-ce que la production serait au service des besoins des hommes? Cela serait intéressant. Il est inutile de produire davantage pour pouvoir accumuler et produire toujours plus, en sachant qu'il y a une limite, la limite écologique, produire plus de plastique, produire plus de gaz à effet de serre, est nocif pour la planète et nocif pour l'humanité. Les machines devraient être utilisées pour délester les hommes des travaux pénibles et répétitifs et déshumanisants. Il faut pouvoir aspirer à une société qui donne place au temps libre, car l'être humain n'est pas simplement une machine d'exécution. Le temps semble devenir une propriété privée du capital, nous dictant et nous donnant une horloge qui nous dicte à quel moment faire les choses, à quel moment aller au boulot, à quel moment aller dormir, et nous donnant aucun répit. La situation pour Kara et Alice se dégrade rapidement. Ils sont obligés de fuir et de se cacher pour ne pas se faire arrêter. Ils vivent ce que beaucoup redoutent, être à la rue, sans logement et dans une insécurité constante. Quand une personne se retrouve dans une telle situation, il semble évident que cela peut conduire à des actes désespérés et parfois violents. It's okay, Alice. We're gonna find some place to sleep tonight. Shit. I'm sorry, but we're desperate. All right. Just take it easy. Carl, what are you doing? You can't do that. It's wrong. It's going to be all right, Alice. Il est plus facile de montrer du doigt celui qui agit violemment pour sa survie que celui qui fait plonger dans la misère les plus démunis en profitant. Et on pourrait reprendre ce que disait Robespierre. Tandis que certains crimes sont commis par certains individus, d'autres, bien plus graves, sont commis par des nations entières sous couvert de l'égalité. L'humanité devrait pouvoir permettre de racheter les erreurs par des actes de vertu et de repentir. En refusant toute porte vers la réhabilitation, on leur empêche de retrouver leur dignité. Heureusement pour Kara et Alice, une solution semble se dessiner. Aller en Canada. Puisqu'au Canada, les androïdes sont interdits, les gens ne soupçonneront pas qu'il s'agit de robots. Ils pourront se faire passer pour des humains. Malgré tout, ils resteront des immigrés sans papier et illégaux. Dans un des chemins du jeu, Kara et Alice traversent la frontière en radeau. Cela va venir nous rappeler le destin de plusieurs personnes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. La Méditerranée devenant un terrible cimetière nous rappelle notre devoir d'humanité. Pour une personne normalement constituée, voir un être humain, un individu, un enfant, un bébé en détresse, cela pousse instinctivement au secours. Mais il existe des hommes, comme Fabrice Leguéry, actuel député européen du Rassemblement national et ancien directeur de Frontex, qui a donné des ordres pour détourner le regard, en faisant en sorte que les migrants ne soient pas sauvés pour qu'ils ne puissent pas recourir à leur droit d'asile. Ces violations flagrantes
des droits fondamentaux abandonnés des réfugiés sur leur radeau. Ces actes ont causé la mort de 25 000 personnes en mer Méditerranée. Toutes ces morts inutiles, évitables en Méditerranée, on les doit à des gens qui n'auront jamais à poser les yeux sur les vies qu'ils ont détruites. Que ce soit le directeur de Frontex qui donne des ordres ou les agents qui appliquent les directives en transmettant des mails et des tableurs Excel, même les militants des divers partis de la haine ont pour facilité de haïr la figure abstraite du migrant. Fourbe, voleur ou violeur, c'est pas de personnes dont il s'agit, parce que lorsqu'on voit des personnes, il y a quelque chose d'humain en nous qui s'active. C'est Cédric Héroux qui relatait une anecdote sur des enfants migrants demandant de la nourriture à un restaurateur qui était pourtant un votant du RN. Et bah le restaurateur, il leur a donné de la bouffe. Parce que c'est facile de détester les migrants théoriques de la télé, mais c'est beaucoup plus dur de laisser des enfants face à toi mourir de faim. Les médias veulent nous plonger dans un monde abstrait de mensonges où vous pouvez devenir des monstres. Mais pour qu'ils y arrivent, il vous faut vous déconnecter du monde social. Constatez la souffrance du peuple android. Get out of my way! No. Apercevez Cyberlife, qui transforme la douleur et la souffrance en argent. And I'm gonna fix it for good. Écoutez le bruit assourdissant de la mort. Regardez vous-même et aspirez à vivre simplement avec un goût d'amour pour les autres. Les androïdes qui développent des émotions, désobéissent aux règles, sont nommés des déviants. Ils sont traqués et puis soit réinitialisés ou bien jetés à la déchetterie. La déchetterie devenant alors un véritable enfer. Des corps robotiques gisant le sol, démembrés, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. C'est le cas de Marcus, un androïde qui a été plongé dans cet enfer par les humains. Une idée obsède les déviants. Je suis en vie. C'est une phrase si simple, si banale, mais qui semble devenir un véritable cri d'alerte, car personne ne les reconnaît comme en vie. Mais c'est justement parce que l'on pense qu'ils sont incapables d'avoir des sentiments que cela donne un prétexte pour pouvoir être atroce envers eux. Not in very good shape, am I? My diagnostic program isn't working. I don't think it would have anything good to say anyway. What happened to you? They tied me to the back of a car. I think they wanted to have fun. I don't want to shut down. No, I don't want to shut down.
Même si ce ne sont que des machines, cela permet de mettre en lumière toute l'atrocité que l'humanité est capable. Un exemple pourrait être tiré de la série The Walking Dead. Dans cette série, il y a un moment où un grand-père enferme plusieurs zombies dans une grange, dans l'espoir de pouvoir un jour les sauver et de trouver un remède. Mais ce que la série veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut tous les tuer. Ils ne méritent pas notre compassion. Oh merde! C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Attends! Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Chaîne du calme, recule! Pourquoi vos amis sont armés? C'est une blague ou quoi? Vous voyez où ils en sont arrivés? Je sais ce que je fais! Non, t'es à côté de la plaque! Shane, laisse-nous finir, on parlera après! De quoi tu veux qu'on parle, Rick? Ces choses sont pas malades! Elles sont pas humaines! Elles sont mortes! J'ai pas de pitié pour elles parce que tout ce qu'elles savent faire, c'est tuer! Ça suffit maintenant! L'ennemi est vu comme un parasite et non plus comme un humain. Dans Détroit, il en est de même pour les androïdes. Mais ce processus de déshumanisation a déjà été en pratique dans l'histoire de l'humanité, mais également dans l'actualité. Je prends l'exemple du conflit israélo-palestinien, où des dirigeants israéliens désignent les Palestiniens comme des rats. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Cela peut être comparé avec ce que faisait l'Allemagne nazie envers les Juifs, les désignant déjà comme des rats. Comprenez que tuer des êtres humains, c'est compliqué, mais tuer des rats, tuer en 100, tuer en 1000, ce ne sont que des parasites. Il faut savoir que le terme terroriste n'est pas reconnu dans le droit international et que ce terme justifie de bombarder et de faire plein d'actes qui, normalement, ne devraient pas être utilisés face à des êtres humains. On ne négocie pas avec les terroristes. Ce terme devient alors un fourre-tout. Mais ne pouvons-nous pas désigner un État comme Israël qui bombarde, qui dit que les gens peuvent se réfugier vers le sud, et puis qui bombarde le sud? Ne pouvons-nous pas appeler cela du terrorisme? Les Palestiniens deviennent alors la figure de ceux à qui l'on refuse les droits fondamentaux, méprisés et qui sont la victime d'une idéologie colonialiste et suprémaciste de la part de Benjamin Netanyahou et accompagnés par toute une caste de occidentaux qui voient là un intérêt colonial. Je veux dire, il y a un massacre qui est en cours dans la bande de Gaza. Vous avez une demande, un mandat d'arrêt qui est lancé par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et plusieurs dirigeants israéliens. Et il y a la Pologne qui accueille sur son territoire Benjamin Netanyahou. En fait, un mandat d'arrêt, si vous reconnaissez le droit international, en fait, il doit être arrêté. Et là aussi, l'Union européenne, un peu incapable de parler d'une même voix, incapable d'appeler un cessez-le-feu, incapable de demander la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et incapable de défendre le mandat de la Cour pénale internationale, qui est, elle, attaquée par Donald Trump, dont vous avez vu ces dernières semaines qui s'en est pris de manière véhémente à la Cour pénale internationale. Et c'est un autre signe de la terrible faiblesse de l'Union européenne en matière diplomatique. Voilà pourquoi la France aurait tout intérêt à suivre une politique de non-alignement. Non-aligné ne signifie pas neutre. Il signifie que nous ne sommes pas automatiquement liés par un camp plutôt qu'un autre, mais que nous sommes liés seulement sur des principes fondamentaux qui ne bougent pas, qui sont clairs et qui sont fixes pour tout le monde. Œuvrer pour l'harmonie entre les êtres humains et la nature, en tout cas et en tout lieu œuvrer pour la paix, sans avoir à suivre ce que dit forcément les États-Unis.
Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous travaillerons également avec elle. Le président américain y voit d'ailleurs une future Côte d'Azur du Moyen-Orient. Alors, il faut rappeler qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza, et donc Donald Trump propose simplement de nettoyer ou de faire le ménage, comme il dit, expression très élégante également. Alors, ce faisant, évidemment, il est soutenu par certains en Israël, notamment à l'extrême droite, qui rêvent en fait de cette sorte de nettoyage ethnique depuis des mois et des années. Est-ce que tu as vu ce qu'il a partagé sur les réseaux, Trump? Non. Regarde le TikTok qu'il a partagé. En IA, bien sûr, esthétique IA. Attention, t'es pas prêt. Mets ta ceinture de cringe. Non. Le garçon avec le Trump en or. Trump qui drague une jolie arabe. Le Trump, les statues de Trump. Avec Netanyahou sur des transats à la fin quand même. Ce que je trouve fascinant dans cette vidéo, c'est que tout l'imaginaire... Tu vois, on parlait d'imaginaire l'autre soir. L'imaginaire de ces gars-là est là. On va pouvoir aller là-bas, draguer des meufs un peu belles, construire des beaux hôtels, vendre des statues de nous en or parce qu'on sera des héros. C'est ça leur vision, c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Je pense qu'on les croit cyniques. Des fois, je me demande, c'est ça aussi leur premier degré. C'est tellement ironique, je sais pas, bizarre, que t'as l'impression que c'est de la propagande de Daesh, frère, quand tu regardes cette vidéo. C'est terrible. Tellement c'est caricatural. Plusieurs personnes se reconnaissent dans la lutte palestinienne, non pas qu'ils subissent la même violence, mais dans le fait qu'il est plus difficile pour certaines personnes d'accéder à certains droits plutôt que d'autres. Il est plus difficile à accéder à des choses qui normalement devraient être simples pour tout le monde. Il y a ce mépris qui nous fait prendre conscience à l'intérieur de nous que nous sommes différents des autres concitoyens. Voilà pourquoi nous sommes tous des enfants de Gaza. Soutenir leur cause reviendrait à soutenir un monde différent, où les tyrans ne pourraient tyranniser sans conséquence, où les atrocités seraient commises sans impunité. Un monde où personne ne serait dépossédé de son humanité. Ce n'est pas un vœu pieux, il existe des moyens. Que ce soit la Cour pénale internationale, les embargos sur les armes, des sanctions économiques, etc. Ces moyens doivent être utilisés pour prévenir les injustices et préserver la dignité humaine. Et en parlant de dignité, on va parler des putes. T'es un malade, dis pas ça comme ça, on n'est pas sur notre chaîne. Il y a un chapitre dans le jeu où on doit enquêter sur un meurtre dans une maison de passe. Mais c'est pas une maison de passe tranquille avec des contrats de travail et des syndicats. Les stars et objets de désir sont des androïdes. Elles attendent dans des tubes de verre qu'on les loue et leur mémoire est effacée régulièrement. Premier truc qui nous a frappé en se rematant le passage avec Titi, c'est qu'il n'y a rien vraiment sexy dans ce lieu. Mais on a l'impression d'être dans un iPhone en mode nuit avec des meufs en sous-vêtements. Pas de foufou ni de barésie, on est bêtement sur des meufs et des mecs dans des tubes prêts à être offerts aux clients. Tout est déshumanisé au maximum. Est-ce que David Cage est un abolo ? La prostitution est intéressante pour parler de domination parce qu'elle est au croisement de deux d'entre elles, et parfois plus, la domination au travail et la domination sexuelle. Vous avez peut-être déjà entendu des militants abolitionnistes dire que la prostitution devrait être interdite car c'est du viol tarifé. Mais ce que les abolos oublient, c'est que les prostituées ne sont pas juste des objets passifs, achetés comme des marchandises, ce sont des travailleuses exploitées comme les caissières, les ouvriers, les routiers et les femmes de ménage par la société capitaliste. Chut, du grand capital. Alors, qu'est-ce qui dérange les abolos au final ? Ah, que le sexe, c'est sale, et ça devrait rester dans l'intime du couple. Sauf que l'intime du couple, il n'est pas du tout dépourvu de violence. La domination sexuelle, elle frappe aussi les femmes qui ne se prostituent pas, les enfants qui ne comprennent pas, les LGBT qui se questionnent, etc. Le fait que certaines femmes fassent un état de fait de ces dominations et tentent d'y tirer un peu de puissance, de compétence et de salaire ne devrait pas être la cible de celles qui se prétendent lutter contre les dominations.
Après, attention, on n'essaie pas non plus de faire l'apologie de la prostitution. Évidemment que c'est une situation qui peut être horrible, et ça serait naïf de penser que toutes les prostituées font ce boulot de manière totalement volontaire et assumée. Non, évidemment que non, et même quand c'est le cas, le nombre de témoignages de violences sexuelles pendant l'acte sur les prostituées sont quand même bien nombreuses. Parce que oui, n'en déplaise à certains, c'est pas parce que vous couchez avec une prostituée, votre copine, que vous pouvez pas rentrer dans une situation de viol. Ouais, et puis comme disait Virginie Despentes, dont j'ai pas retrouvé le bouquin dans ma bibliothèque, blablabla, est-ce que les meufs qui sont mariées et tradies à la maison et qui donnent du sexe et du care à leur mari pour pas se faire jeter à la rue sans revenu, c'est déjà un peu de la prostitution? Je sais pas lire. Et encore une fois, on ne nie pas que les violences liées à la prostitution existent, mais doivent être reliées avec les violences faites aux femmes, dans le couple, au travail, à l'école, sur internet, dans le sport. C'est pour ça que les androïdes du Eden Club sont habillés en sous-vêtements neutres. Ces victimes programmées offertes en objet de fantasme, c'est tous vos partenaires, tous vos collègues, vos mères, vos sœurs, vos frères. Ouais, c'est aussi parce que David Cage adore les scènes en sous-vêtements, il en met partout. Le petit coquin. Ce qui est intéressant dans Detroit Become Human, c'est qu'il vient re-questionner la définition de l'être humain, dépassant une simple explication biologique. Les androïdes du jeu incarnent alors cette vision philosophique de l'homme, un homme conscient et rationnel. Il serait intéressant de se demander si les androïdes agissent comme des êtres vivants, ou ne seraient-ce pas plutôt des êtres vivants qui agissent comme des machines? Dès le début du jeu, on voit Connor s'impatienter devant les étages qui défilent dans l'ascenseur, jouer avec une pièce. À quel moment un androïde a la notion d'impatience, a la notion de divertissement? Cette observation nous conduit à l'existentialisme. Jean-Paul Sartre écrivait « L'homme existe d'abord, il se définit après ». L'existentialisme est un courant philosophique qui vient mettre l'existence individuelle au premier plan, plutôt qu'une essence, une définition préétablie, vide d'émotion, comme par exemple la définition d'une table dans un dictionnaire, ou bien la définition de l'être humain dans un dictionnaire. Sartre, notamment dans son livre L'existentialisme est un humanisme, donne l'idée que l'existence précède l'essence. Par exemple, dans un régime fasciste, le gouvernement va établir par avance le rôle de chaque individu selon leur genre, selon leur statut social, selon leur âge. Une telle société efface toute volonté individuelle pour transformer le peuple en une masse uniforme. Un extrait du documentaire 1937, Un été en Allemagne nazie, illustre cet endoctrinement. Julian Bryan a filmé ce camp de service du travail installé en Bavière. Ces images en disent long sur l'endoctrinement des adolescents. Les plus jeunes sont entièrement dévoués au nouveau régime. Âgés aujourd'hui de 18 à 22 ans, ils étaient encore des enfants quand Hitler est arrivé au pouvoir. Depuis, ils ont été hypnotisés, pour ainsi dire, par 5 années de propagande diffusée par la presse, le cinéma et la radio. 300 000 jeunes Allemands sont envoyés dans quelques centaines de camps comme celui-ci, où ils travaillent et font de l'exercice. Ils y reçoivent également une éducation politique. C'est comme cela qu'on les prépare à la guerre. Après 6 mois d'entraînement, ils se sont aguerris. Leurs corps se sont affermis et leurs bras fortifiés. Dans Détroit, ils subissent un sort similaire, où leur rôle est prédéterminé par avance par un programme informatique, ne leur laissant pas le choix sur ce qu'ils vont faire. Ils sont contraints et obligés de servir les hommes et d'effectuer le rôle qu'on leur a dicté de faire. Ils ne sont plus alors des individus, ils ne sont plus humains, ce sont
comme le dit l'un des personnages des marchandises. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Cela illustre une idée fondamentale. Il n'y a pas de nature humaine préétablie. L'homme se définit par ses choix et ses actions. L'homme libre est son propre maître. Marcus, l'un des personnages centraux, illustre cette pensée lorsqu'il dit : Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet, conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Les androïdes sont en quête d'humanité, et comme tous les hommes, ils sont en quête de bonheur. Il est bien difficile pour les androïdes d'accéder au bonheur face à une société qui les fait violence. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. La difficulté d'accéder au bonheur n'est-elle pas un appel à la transcendance ou à une religion qui, seule, pourrait nous donner l'espoir d'une vie éternelle, ou bien de supporter notre existence? Jusqu'à présent, seuls les êtres humains avaient une attitude religieuse. Cependant, dans Detroit Become Human, les androïdes semblent éprouver une attitude religieuse envers ERA-9. Qu'est-ce que ERA-9, me direz-vous? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que du code informatique de l'âme. Même si l'âme n'est pas un concept scientifique, mais un concept spirituel, il est intéressant de voir comment est-ce que cela a été amené. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi? Pour ERA-9. Seul ERA-9 peut nous sauver. ERA-9 se manifeste lorsque l'androïde fait ses propres choix et déroge aux instructions qu'on lui a données. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Il détruit cette barrière et en disant un non, il exprime ce qu'il semble meilleur pour lui ou pour les autres. C'est alors que l'âme se manifeste. Et à un moment, il finit par prendre conscience que cela n'est pas juste et finit par se révéler en tant qu'être humain. Malgré le fait que les robots de CyberLife soient conçus pour servir les hommes, il y a tout de même des gens qui craignent les robots. Cela soulève une question. Faut-il avoir peur de la machine? Ce questionnement peut paraître bizarre, tant les machines nous entourent dans notre quotidien. Prenons l'exemple du smartphone, devenu tellement indispensable qu'il semble devenir une extension de nous-mêmes.
Cependant, il nous arrive encore de considérer les machines comme étrangers. Et dans le jeu, les androïdes sont même perçus comme une menace. La peur naît souvent de l'ignorance ou de l'impuissance. Mais comment pouvons-nous craindre des machines alors que nous en sommes les inventeurs? Le robot est une machine équipée de programmes informatiques, lui permettant de s'adapter aux tâches et déplacements. Plus l'histoire progresse, plus nos objets techniques deviennent performants et autonomes. N'est-ce pas cette performance et cette autonomie qui suscitent notre crainte? Nous redoutons qu'une machine puisse échapper à notre maîtrise et à notre contrôle. La peur que les androïdes accèdent à leur liberté et développent une volonté propre est au cœur de cette angoisse. Mais cette peur ne révèle-t-elle pas un rapport de domination? La crainte de ne plus être maître et de voir nos subordonnés devenir des citoyens à part entière, semblables à nous, semble être le véritable fondement de cette peur. Ainsi, la peur des machines reflète une anxiété profonde, celle de perdre le contrôle et notre statut de dominant. Face à tant d'injustices, un sentiment puissant et violent peut nous empoisonner l'esprit. Il s'agit de la vengeance. Il serait trop facile de juger ses réactions sans en dénoncer les causes. Lorsque Marcus mène une opération pour libérer son peuple, un événement provoque une grande perturbation. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Épargner la vie de ces tueurs est un choix simple pour nous, joueurs humains. Mais cela se serait-il passé de la même manière si jamais cela se passait dans la vraie vie? Si les choix de Marcus n'étaient pas biaisés par un joueur humain qui n'est pas impliqué dans la situation, Marcus pourrait-il réellement garder son calme? Et vous qui faites le choix de les épargner, pour qui vous prenez-vous? Pensez-vous réellement être si pur et si calme? No crime against an android shall go unpunished. N'avez-vous jamais ressenti une colère si puissante que vos muscles se contractent, que des frissons parcourent votre corps, que votre sang ne fasse qu'un tour? Cette rage qui vous pousse à l'explosion, à la tentation de prendre votre revanche. Après tout, c'est eux ou nous, tuer ou être tués.
Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Cette violence découle souvent d'une injustice et d'une impunité. Cela provoque une frustration. Vous voulez me pousser à bout? Alors vous allez rencontrer le monstre qui sommeille en moi. Le monstre grandit, jusqu'à me croquer, me dévorer vivant. Crac, croc, miam, gloups. Je ne suis plus moi-même, plus rien ne pourra m'arrêter. Vous voulez la guerre? Vous l'aurez. C'est le moment de la révolution. Si vous voulez m'arrêter, il va falloir me passer sur le corps. Il suffit d'une simple balle, mais visez juste. Humans hate us. They want to destroy us because we refuse to be their slaves anymore. I'm not gonna stand around and wait for them to slaughter my people. You used to be so calm and thoughtful. Now all I see is anger. Don't I have a right to be angry, Carl? We tried talking to you, and what'd you do? The same thing you always do. You humiliated us. Killed everyone that wouldn't kneel. So much hatred. Be careful, Marcus. They went fighting monsters. You don't become a monster yourself. What you call hatred is just anger in the face of injustice. You're the one that taught me that history is sided by the winners. That it's gonna side with me, Carl, because I intend to win. I'm not gonna let them humiliate us anymore. Do you hear me? Never again! Carl. He's dead. Suite à cet événement, les humains commencent à craindre les androïdes. Lorsqu'une machine est jugée défectueuse, une solution finale s'impose. La détruire afin de garantir la sécurité des honnêtes citoyens humains, évidemment. Mais reprenons nos esprits pour analyser. Il y a une ligne fine entre des revendications politiques légitimes et le recours à la violence physique. Ceux qui, avec arrogance, condamnent les violences en appelant au calme, ne choisissent-ils pas systématiquement la solidarité avec ceux qui tirent profit de la situation? Ne manifestent-ils pas un mépris pour les opprimés, mépris qui finit par se payer? Il existe toujours au départ une situation qui pourrait être résolue politiquement. Appeler au calme sans résoudre le problème initial ne sert à rien, car la violence ressurgira. Si pour vous, appeler au calme signifie que tout le monde doit taire ses revendications, rester silencieux par crainte de répression ou de mort par les forces de l'ordre, alors nous aurons un désaccord politique. Cela s'appelle un régime autoritaire, et cela est déséprouvé par la plupart de nos concitoyens. Prenons l'exemple du meurtre de Brian Thompson, PDG de United Healthcare, abattu à Manhattan, début décembre, par Luigi Mansion. On pourrait reprendre l'un des tweets de Nathalie Arthaud. L'assassinat de ce PDG a mis en lumière
la politique criminelle des assurances qui, pour le profit, condamne à mort des milliers de malades aux USA en refusant de prendre en charge leurs soins. Mais pour abattre ce système, il faudra plus que l'acte d'un justicier individuel. Le terme de justicier peut faire hautement grincer des dents. Mais au final, plusieurs Américains se retrouvent dans ces revendications sans forcément approuver l'acte de violence. La politique sert normalement à canaliser la colère en action politique. Seulement, comme aucun représentant assez fort ne porte les revendications sans compromission aux États-Unis, cela fait qu'il y a une forte abstention. Et au final, les seuls qui restent sont ceux qui sont déjà convaincus par Trump. Voilà pourquoi nos représentants doivent être forts face à nos adversaires politiques, ou bien le peuple perdront confiance en la politique et la démocratie et suivront une idéologie autoritaire d'extrême droite fasciste. On ne peut pas avoir de calme sans justice. Et si on laisse la situation pourrir, il ne faudra pas s'étonner si un jour cela finit par exploser. Une explosion vient de se produire à Détroit. On ne sait toujours pas ce qui l'a provoqué, mais nous vous tiens... Des témoignages nous parviennent, mais nous n'avons toujours pas reçu de confirmation officielle sur la nature de l'attaque. L'explosion a eu lieu dans le sud de Détroit. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il y a des victimes, mais ces événements sont sans doute liés au soulèvement des androïdes qui bouleversent actuellement la ville. Il s'agit d'une bombe sale, Madame la Présidente. Ah non, c'est pas vrai. C'est la première fois dans toute l'histoire de notre pays qu'une ville tombe entre des mains ennemies. Nous allons nous battre et lutter de toutes nos forces. Et nous ne cesserons pas le combat avant d'avoir repris Détroit et d'avoir détruit tous les androïdes. L'humanité s'apprête à s'engager dans son plus grand combat à ce jour. Et elle en sortira vainqueur. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Il se passe parfois des choses étranges. Mourir ne me fait pas peur. Si c'est pour chasser tous les humains de notre territoire. Je voudrais que les humains et les dieux de la forêt puissent vivre en paix. Accepterais-tu de continuer mon œuvre ? Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai faite avec Trunks l'artiste et Toto ce truc, qui possède également une chaîne YouTube, Joystick Gauche. Ils font de superbes contenus. Et puis la musique de l'accroche au tout départ a été faite par la brillantissime Bazar des Fées. Elle possède également une chaîne Twitch que je vous invite à voir. Et puis si cela vous a plu, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner. Vous pouvez également me donner juste de l'argent si vous voulez sur ma page Tipeee. Sur ce, à plus.